Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur et bienvenue sur Horror News Interview numéro 30. L'objectif de Horror News Interview, c'est toujours le même, c'est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'accueillir Patrick Massobrio, qui est donc un artiste qui crée des œuvres à partir de cassettes VHS. Alors salut Patrick et bienvenue sur Horror News Podcast. Salut Marc, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait super plaisir d'être sur ton podcast. Écoute, plaisir partagé, mais merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi, tout le plaisir est pour moi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Patrick Massobrio et je suis donc je peins, je sculpte depuis pas mal d'années et la partie de mon travail s'est fait le plus connaître en fait, c'est à partir de VHS. En fait, je réutilise des VHS qui étaient jusque-là un format obsolète pour pouvoir créer des personnages originaux ou issus de la culture populaire, principalement le ciné de genre, le cinéma que j'aime en tout cas. Voilà. Ça marche. Alors, quelle est ton histoire un petit peu avec tout ce qui est horreur, fantastique et VHS, tant qu'à faire? Ouais, allez, donc disons que moi, l'horreur, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Même si j'avais pas des parents qui étaient particulièrement fans d'horreur, j donc ça m'a attiré tout de suite, même, vers l'âge de 6 ans et tout. J'étais hypnotisé par toutes les affiches que je voyais dans la rue, quand je passais près du cinéma, les affiches de Melky, là, le Freddy 3 par exemple, Evil Dead 2, Dolls de Stuart Gordon et après au bout d'un moment, j'ai quand même vers cet âge-là, en fait, parce que bon, j'avais eu des parents assez permissifs, ils m'ont laissé voir mes premiers films d'horreur. C'était, je me souviens d'ailleurs, c'était Link de Richard Franklin et je suis tombé amoureux de ce genre et puis, j'ai jamais arrêté, c'était vraiment devenu mon genre préféré, mon genre de prédilection et voilà, j'explore depuis tout ce temps et concernant la VHS, c'est en fait, c'est pour moi, ça a été le support qui m'a permis de découvrir toute ma culture ciné. Principalement, parce que bon, il y avait plein de films, surtout quand tu es trop petit pour aller au cinéma voir les films d'horreur, tu les découvrais par la VHS avec le vidéoclub ou en l'enregistrant à la télé. Donc, c'est un support qui pour moi a porte beaucoup de souvenirs et c'est pour ça que j'essaye aujourd'hui de le transformer en œuvre d'art ou dans ce genre. Lui rendre un peu de sa noblesse quelque part. Oui, surtout pas le faire oublier, même si aujourd'hui, techniquement, faut reconnaître que c'est quand même très dépassé par les nouveaux formats. C'est juste qu'on s'en souvienne quoi, qu'il reste un petit peu qui reste dans les mémoires et bon, ça fait un peu moins de plastique sur la planète, hein, ça c'est toujours bien de le recycler. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour le coup, toi, effectivement, c'est une chose que tu fais. Alors, on parlait VHS, on est un peu obligé de parler vidéoclub. Bah oui, ça c'est quand même c'est ouais, ce sera toujours lié. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà, effectivement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça représente pour toi ce fameux vidéoclub? Pour moi, le vidéoclub, c'était vraiment pour le genre de film qui me plaisait, c'était le temple du cinéma, de la cinéphilie, parce que finalement, je pouvais pas trop voir les films où ça passait carrément pas par chez moi, les films d'horreur, les films de genre, et j'ai découvert pratiquement tous mes films préférés via la VHS en les louant en vidéoclub, quoi. Et il y avait tous ces petits rituels que tu as quand tu rentres. Je me souviens des odeurs, je me souviens un peu de toutes les affiches, toute l'ambiance qui y régnait. Et il y avait toujours ce rituel, tu souvent c'était le vendredi, tu avais le droit d'aller te louer un film, tu allais dans les allées, dans le rayon que tu voulais, tu commençais à regarder les titres, toutes les jaquettes, les affiches et donc tu étais attiré par un titre, par une image, puis tu commençais à découvrir le film, tu lisais le résumé derrière, tu regardais les photos et puis bon voilà, après tu voyais si ce film-là, ça te parlait ou pas et puis tu repartais avec pour le week-end. Puis là, souvent c'était, ou tu tombais sur quelque chose qui te plaisait pas du tout, ou alors c'était un nouveau film culte à rajouter à la liste. Ah, c'est vrai à l'époque, la consommation était un peu différente parce que bon, déjà, c'était pas genre tu regardais 2 minutes et puis après tu t'arrêtais ou tu continuais. Tu avais loué ton film pour le week-end, donc de manière générale, même si au début tu accrochais pas forcément, tu laissais quand même dérouler et pour peu que le film t'ait un minimum plu, de manière générale, il tournait plusieurs fois dans le week-end. Tant qu'à faire, t'en profitais, oui, c'est sûr que tu l'avais pour un jour ou deux, tu essayais d'en profiter un maximum. Et bon, tu avais des magazines comme Bad Movies ou des livres. Je me souviens, moi j'avais Gore, c'était un gros livre qui est magnifique, que j'ai toujours d'ailleurs, hein,
qui avait plein de photos et tout, ça te donnait des idées de films à louer ou à découvrir. Mais après, voilà, tu allais beaucoup un peu au radar, suivant ce qui te parlait, un titre qui te parlait, une image qui te parlait. C'était pas forcément, t'avais pas toutes les informations qu'il y a maintenant tu peux tout savoir sur le film en tapant sur Internet. Alors c'était une autre façon de consommer les films et une autre façon de les découvrir. Mais c'était pas plus mal d'ailleurs. Par exemple, ça fait plus travailler l'imagination. Tu voyais l'image, tu te faisais une idée dans la tête de ce que t'avait le film, et puis des fois c'était encore mieux, ou des fois c'était bon, bah, l'image était bien faite, et puis le film était C'est ça. pas forcément à la hauteur. C'est ça, il y a eu notamment, il y en avait qui étaient spécialistes de ça, de faire des super affiches Ah ouais, extraordinaires et ouais, tout, oui, avec des images que tu avais absolument pas dans le film et tout à fait. et ça te faisait travailler l'imagination et puis en fait quand tu découvrais le truc, bah, c'était voilà, tu t'étais Ouais, fait voilà, avoir. c'était après Mais tu bon, bah, il est où mais finalement, ben non. eh ben, non, non, ça restera, dans ton imagination, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros vecteur de découverte et de films un peu de tout genre et un peu du monde entier, hein, ça a permis de populariser beaucoup, le cinéma et les films en fait, Oui, bah oui, parce qu'à les l'époque, tu vidéoclubs. avais quand même, quand tu allais au vidéoclub, enfin, il fallait habiter. Si tu n'étais pas forcément dans les plus grandes villes, tu n'avais pas tous les films qui passaient par chez toi. Surtout, bon, surtout quand on parle de cinéma de genre, à part les grosses franchises, et bien après, en fait, finalement, tu découvrais plein de films, des séries B, des séries Z, des autres, tu les découvrais via la VHS, hein. Et après, tu avais aussi dans le vidéoclub quand tu avais un vrai vidéoclub bien avec un gérant qui était vraiment passionné, qui te conseillait, qui te connaissait, à force de venir, il finissait par te connaître, tu sympathisais, et puis après, bon, il savait plus ou moins tes goûts. Moi, je me souviens, j'étais à un vidéoclub, il y avait un vidéoclub anglais dans ma ville, et le gérant était vraiment, bon, il était passionné de cinéma fantastique, horreur et tout. Ben, moi, il a commencé à m'aiguiller vers les Herschel Gordon Lewis, tous ces trucs-là. Il avait des cassettes qu'il trouvait pas forcément dans les autres vidéoclubs, et tous les trucs comme Two Thousand Maniacs, tous ces machins-là. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, ou le Microwave Massacre, ça c'était quelque chose aussi, Massacre au micro-ondes. C'est très spécial comme film, mais c'était très sympa à découvrir. Ça t'ouvre tout un pan de la série Z. Mais voilà, Ah bah, c'était rien que le Ah, titre, t'as jamais ça vu? Bah, c'est je te exotique. conseille. Là, t'es parti pour quelque chose de spécial, là. C'est sympa, c'est sympa. C'est c'est à voir. OK, je note, je note. Alors c'est vrai que ça a beaucoup évolué du coup depuis, la consommation, de films, de cinéma et puis c'est vrai que maintenant ça s'est internationalisé avec toutes les plateformes et tout. Maintenant on arrive à avoir du cinéma un petit peu du monde entier et puis, avec tous les budgets, hein, là pour le coup. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu justement de cette consommation maintenant actuelle? Est-ce qu'on s'est pas un peu perdu là-dedans? Est-ce que je sais pas. Moi, enfin, c'est pas ça, sans vouloir faire le vieux con, hein, mais je trouve que ouais, maintenant, dans les plateformes, je vois même moi quand je regarde sur les plateformes, finalement, tu passes beaucoup de temps à chercher le film, et puis Mmh, finalement, tu regardes rien parce que tu as passé ton temps à chercher. Il y a pas avant, vois ce que je te disais, tu rentrais, tu touchais la cassette, tu regardais l'image. Déjà, les images étaient, pas les affiches et tout, toutes les jaquettes étaient beaucoup plus jolies qu'aujourd'hui, hein, quand tu vois ouais. les différences entre tu fais VHS, DVD, Blu-ray et UHD, tu te prends peur, hein, prends les images des Freddy par exemple, regarde la tranche du coffret Blu-ray, ça fait peur par rapport à ce qu'ils faisaient avant pour le DVD, mais bon, c'était ou même la VHS, et bon, c'est comme ça. Ben, choisir sur des icônes qui sont souvent pas très jolies en plus, hein, sur les plateformes, tu vois une photo qui a Mmh. rien à voir qui est prise comme ça un peu. Sans vraiment de sens, ça donne pas forcément envie, et donc c'est une autre façon des fois tu passes à côté de films que tu pourrais aimer, parce que voilà, ça te donne pas forcément envie, ça accroche pas, et puis en plus si tu fais confiance à l'algorithme, voilà, tu perds un tas de films, hein, il y a un tas de trucs que tu vas pas trouver. Je trouve qu'avant, quand on avait, bah, c'est pas une question, c'est même pas une question de vidéoclub, mais avant, quand on cherchait dans les magazines, voilà, quand t'avais Mad Movies, quand t'avais tous ces, où t'allais dans des livres, t'allais chercher dans des livres sur le cinéma, sur un cinéma, ça te donnait plus envie de découvrir les choses, t'allais les chercher, c'était plus, finalement, tu trouvais plus, tu voyais plus de films à l'époque, je trouve que,
qu'avec les plateformes. C'est paradoxal, mais c'est ça. Je trouve que c'est. Ouais, ouais, puis c'est vrai que maintenant, c'est l'algorithme qui te propose des films, mais avant, il y avait quand même cet échange entre passionnés parce que le vidéoclub, c'était aussi un lieu d'échange. Il y avait Ouais, aussi ce tout à côté fait. social, si tu veux, où tu étais là, tu discutais, tu sais, puis au bout d'un moment, tu vois, tu commençais à repérer, il y avait des gens que tu voyais un peu tout le temps, donc des fois, tu engageais Mm. un peu la conversation, puis et puis, bah, des fois, justement, on te conseillait parce qu'on voyait un peu le genre de film que tu aimais, donc voilà, que ce soit le propriétaire ou même des gens qui venaient, louer des films et bah, tu finissais par, nouer des amitiés et puis, Oui, bah, c'est échanger ça des en bons fait. plans Il te justement, voilà. connaissait, il te proposait, après il connaissait tes goûts, il dit tiens, il y a ça qui est rentré, ou même des cassettes plus anciennes que tu n'aurais pas pensé voir. Il dit ça, moi, ça devrait te plaire, et puis tu découvrais des trucs. C'était plus, on va dire, oui, le côté plus humain pour faire un peu cliché, mais c'est vrai que ça rajoutait, c'était plus agréable à découvrir, t'avais plus envie de découvrir des choses, des films et tout, que par les plateformes. Enfin, moi, je suis pas très fan des plateformes. En Non, bref. mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je te dis, je crois que c'est assez drôle parce que d'ailleurs, on est beaucoup à dire qu'au final, on est là, on ouvre la plateforme et en fait, tu es là et tu scrolles pendant 10 minutes, 15 minutes et au bout d'un moment, bah, finalement, tu regardes rien ou, tu vois? Enfin, Il y a pas, bah, après je regardais un petit peu sur différentes plateformes, puis il y a plein de films que tu ne trouves pas, quoi, carrément. Si tu te bases que sur les plateformes, tu as un tas de films super que tu ne que personne, qu'aucune des plateformes n'ont, ou alors, des fois ça vient, 2 mois après ils l'ont enlevé. Bon, c'est un peu, je sais pas, c'est pour ça que je garde toujours le format physique, hein. Je suis un grand Ah défenseur oui, de bah du format pareil, hein, moi, de physique toute pour façon, moi, je suis accro au format physique, et je reviendrai pas. Enfin, non, j'échangerai pas. Bon, moi, il y a plus de vidéoclub depuis des lustres où j'habite, mais j'ai pu aller dans les derniers à Paris, les derniers vidéoclubs pour exposer là-bas. Et puis bon, quand tu vois l'ambiance, quand tu vois les gérants et tout, oui, bah, il y a aucune raison qui est. Tôt ou tard, je pense, ça risque de revenir. Aux États-Unis, je crois que ça revient un petit peu. Il y a des vidéoclubs qui rouvrent aujourd'hui parce que voilà, tu as envie de retrouver un petit peu des conseils, de retrouver un petit peu de discuter entre passionnés, d'avoir des lieux de discussion entre passionnés, quoi. Ça remplace pas. C'est bon, on a fait le tour les plateformes, ça a eu leur petit succès. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ont envie de retourner vers ce côté, plus humain de la cinéphilie, quoi. Et c'est pas plus mal. ouais, ouais, clairement, clairement. Ah bah, moi alors là, je vote pour, hein. Si j'ai un vidéoclub qui ouvre, à côté de enfin dans ma région, demain, c'est sûr que c'est le genre de coin où j'irai, régulièrement, tu vois? Ah oui, bah c'est sûr, ça donne envie. Quand tu vois encore même les derniers qui restent, oui, bah, il y a c'est des habitués, t'as toujours des habitués qui reviennent, c'est très convivial, tout le monde discute, tout le monde échange sur le cinéma, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est clair. Mais, du coup, on parlait un petit peu justement des jaquettes, les fameuses jaquettes. Ouais. Alors, il y en a qui t'ont particulièrement marqué? Oh, bah bon, il y en a plein, ça, surtout à l'époque. Voilà, enfin, moi, les films il y en avait une qui me terrifiait à l'époque, c'était Incubus de John Woo. Je sais pas si tu vois, avec la femme avec la bouche qui fond, là. C'est le film avec John Cassavetes. Oui, alors j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu celui-là. Tu pas vu? Bon, le film c'est pas forcément. C'est de 84, je crois, ou 82, 82, je crois. Et l'affiche, l'affiche française est sublime, hein. C'est une femme avec la bouche qui fond, là. C'est bien flippant quand tu le vois. Et il y avait aussi quoi? Il y avait. Bon, c'est pas la plus belle, mais il y avait les démons du maïs aussi, Children of the Corn, qui avec la serpe, Ouais. là, qui était. Quand tu voyais ça donnait envie. Bon, le film, bon, il est sympa, le film. C'est rigolo. Mais non, non, il est sympa, j'aime bien Children of the Corn. Mais voilà, ça c'est des affiches qui m'ont marqué. Dolls aussi, Dolls, les poupées là, de Stuart Gordon, avec les deux, la poupée qui tient ses yeux, la moitié en crâne, la moitié poupée, ça c'est super sympa. Les Critters, ça aussi, grand Ouais. classique, des vidéoclubs, les Ghoulies, les Critters dans les toilettes. Voilà, tout ça, c'est des affiches, tu te souviens, quoi. Et puis bon, après les classiques, hein, Halloween, qui est magnifique, l'affiche avec les couteaux, tu compares avec celle des remakes aujourd'hui, tu prends peur, quoi. Mais c'est- Ah, ça n'a rien voilà, à voir. ouais, voilà, les affiches étaient belles, quoi. Il y avait aussi, je sais pas si tu vois,
la jaquette, ça c'était la version anglaise de la VHS. C'était Graham Humphries qui faisait ça. C'était de La Revanche de Freddy. C'est la fameuse photo là où il agite ses griffes. Il y a le bus qui passe. C'est tout en peinture. Il a les bras en l'air en train d'agiter les griffes. Et là, avec le bus qui passe dessus, la peinture est magnifique. C'est un chef-d'œuvre cette jaquette. C'est pas la version qu'on a eu française, mais tu cherches sur internet, tu la vois. Il y a pas. Mais sur les Freddy, on a eu du costaud au Ah niveau oui, des alors, ben, affiches, bah au niveau oui, des designs. les affiches, les françaises, Freddy 3, elle est magnifique, la française. Bon, les deux sont belles, hein. L'original, qui est assez différente. Là, l'original, tu vois les Dream Warriors là, qui avancent vers Freddy, là, et puis là, nous, on a le Joey attaché sur le lit, là, mais les deux sont magnifiques, hein. Et Freddy 4 aussi, la française est très belle aussi. Les deux qui me reviennent tout de suite là qui me faisaient peur quand j'étais gosse, c'était Maniac. Ouais, ouais. Maniac avec juste tu voyais juste le Les pantalon pieds, d'un le d'un pantalon, mec ouais. avec un gros couteau ensanglanté et une tête de femme dans la main. Ah, je crois que c'est juste le scalp, tu vois pas la tête de femme, non? C'est juste c'est le scalp, je crois. C'est son Je scalp, sais ouais. plus, mais là, Tu vois que les je sais cheveux et que du sang. Voilà, c'est très. En fait, ouais. c'est tellement bien fait que tu vois des choses qu'il n'y a pas en fait. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme Massacre à la tronçonneuse quand les gens te disent Ouais. que c'est sanglant, tu sais, tu dis ben non. Et il y avait ça et Hellraiser, le premier Hellraiser, je me souviens que. Ah, le réserve, ouais, ça aussi c'était. Bah pareil parce que le personnage il est tellement. Oui, c'était Pinhead, le premier Hellraiser, c'était juste Ouais, Pinhead dans ouais. la. Il n'est pas folichon le nom qu'ils lui ont donné, mais bon, c'était là. À l'époque, c'était juste le prêtre des enfers, c'était. Mais ouais, ouais, l'affiche était. C'est sûr que ça faisait travailler l'imaginaire de voir ça. Et ah oui, il y en avait une aussi qui était magnifique. C'était le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie, c'était Link. C'était Mhm. le film avec le chimpanzé, l'orang-outan de Richard Franklin. C'est l'affiche avec la. C'est pas l'affiche qui est aujourd'hui sur les DVD, c'est celle où il tient une bougie. Il est en costume, il tient une bougie. Ça, c'était là. Je me souviens quand je voyais cette affiche, j'étais tout petit. Je me disais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Puis après, c'était passé sur Canal+. J'avais le droit de le voir. C'était mon premier film d'horreur. J'étais pour le singe. J'étais triste quand il meurt à la fin. Oui, bah de manière générale, quand c'est des animaux comme ça fait Ah, toujours. ah oui, j'avais pas compris. C'était mon premier film d'horreur. Je savais pas que les méchants ils mouraient à la fin. En fait, je me suis dit, oh, pourquoi ils meurent à la fin? Bah voilà, bah tu vois, je te dis moi quand il y avait des animaux de manière générale, c'était toujours un peu compliqué, j'étais toujours un peu partagé, tu sais, c'est voilà. Bah ouais. Les dents de la mer, t'es pour le requin, hein. Bah non, mais tu sais quand t'es gamin, tu sais il y a plein de trucs, t'es là, tu sais quand c'est un chien ou quand c'est t'es là, bon ça fait mal au cœur quand même quoi, bah, Ah oui, c'est même sûr. si il a tué plein de monde. Et parlons pas de King Kong. Ah oui, bah non mais là c'est Ah ouais, pareil, King ouais, Kong, voilà, King Kong, c'est un crève-cœur. le vieux, hein. Celui en stop motion, hein, l'original. Mhm, mhm. Ouais, c'est un crève-cœur, c'est un Ouais. crève-cœur. De là, en fait, c'est vrai que bah, là, on en parlait, mais pour le coup, tu sais, c'est vrai que les affiches, maintenant, ça a vachement évolué, quoi. Avant, c'était un métier, quoi. Les gens, ils faisaient, enfin, tu vois, affichiste, là, bah, on a encore Laurent Melki, tu vois, qui reste quand même une légende. T'as l'impression que c'est des métiers qui se sont perdus, quoi. Maintenant, ils se cassent plus la tête, tu sais, ils sont là, ils te font un montage photo, et puis terminé, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr que par exemple, tu compares les affiches, on parlait là, tu compares Halloween 78 avec même, c'est pas la peine d'aller chercher les nouveaux, hein. Tu regardes même l'affiche du Rob Zombie, tu prends peur, hein. C'est beaucoup moins joli que ce qu'ils faisaient avant, mais ça vient peut-être du fait aussi, je sais pas, maintenant peut-être avant tu vendais ton film sur l'affiche principalement, même quand ça sortait au cinéma, c'était l'affiche qui vendait le film. Comme tu disais Maniac, tu vois là, tu voyais juste cette affiche-là, tu te dis oula, ça va envoyer du bois quoi. Donc ça te donnait envie d'aller voir le film. Et maintenant aujourd'hui peut-être avec Internet, comme avec les bouches à oreille, tu peux envoyer, enfin, d'autres moyens de faire la communication. J'ai l'impression que les affiches, ils s'en foutent un peu, quoi. C'est devenu un truc, c'est pas la peine de payer des artistes pour les faire. Alors, des fois, ouais, maintenant, c'est surtout l'édition vidéo. L'édition vidéo, des fois, maintenant, surtout les indépendants, ils vont chercher des illustrateurs, ils vont faire des dessins originaux. Donc là, on a un petit peu un retour des artworks qui sont un peu, qui sont travaillés, qui sont jolis, quoi. Mais pour le cinéma, franchement, à part quelques affiches par-ci par-là, c'est pas folichon, hein. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, tu sais, maintenant, à part sur vraiment des éditions collector, mais on va dire que sur les films récents, c'est un peu compliqué. Même
mais au niveau des artworks. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils vont te faire des artworks sur des films comme, le premier qui me vient là, c'est The Thing par exemple, mais tu sais, ils vont te faire des super coffrets avec des artworks de dingue et tout, alors qu'à la base, déjà, l'affiche, elle est cool. Tu vois, donc c'est Oui, assez c'est ça, marrant oui, tu te de demandes pourquoi ils vont repasser sur des chercher, trucs. ouais. Hmm. Après, c'est bien, enfin, c'est sympa même certains avec des illustrateurs qui font des affiches très sympas. Bon, après souvent, il y a la jaquette qui est réversible. T'as l'original derrière, surtout sur les petits éditeurs indépendants. Mais après, oui, pourquoi tu vas chercher compliqué alors que l'affiche originale elle est sublime, quoi. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. Tu prends l'original, c'est parfait. Ben non. Oui, mais c'est dommage de mettre de l'argent, effectivement. Alors, ça fait de très jolis artworks, hein, ça, il n'y a rien à dire. Encore une fois, voilà, sur The Thing, par exemple, il y a eu des trucs magnifiques. Le Loup-garou de Londres, quoi. J'ai vu des versions et des artworks Ouais, il qui y en sont a des très sublimes. belles maintenant, mais Mais c'est drôle d'aller retravailler là-dessus, alors que tu te dis, bah ouais, mais les gars, il y a tellement de boulot à faire sur les trucs récents que, oui. que bon, Ah bah là, et ça, encore, si c'est c'est pour dommage. retravailler pour faire quelque chose de beau, c'est une chose. Maintenant, retravailler pour faire un truc horrible comme ils ont fait pour les Freddy, le coffret Freddy, je parle, bah, même le dernier, hein, ils ont sorti l'UHD des Griffes de la Nuit. Bon, voilà, hein, c'est pas. Quand tu vois la tronche du truc, ça. Mais l'affiche d'origine, c'est très bien. Ils ont collé Freddy dessus, ils collent Robert Englund, et puis voilà, on a fini, quoi. Ouais, bah tu sais, il y en a, effectivement, je pense qu'au niveau au niveau du graphisme et tout, c'est pas forcément leur partie, puis ils ont pas vraiment envie de se casser la tête, quoi. Oui, ils ont envie de se casser les nettes, et puis bah, s'il y a des droits d'auteur à payer aux artistes, ils n'ont pas envie, quoi. Surtout Ouais, bah, ça, ça aussi. non, mais surtout sur des trucs comme ça, c'est du prévendu de toute façon, donc t'as pas tellement. Oui, voilà, c'est des trucs. C'est dommage parce que finalement, c'était voilà, le support physique. De toute façon, c'est un objet que tu gardes chez toi. Même si après, voilà, c'est vrai que quand tu le ranges sur la tranche, tu vois pas forcément l'artwork toutes les 5 minutes, mais c'est toujours sympa d'avoir un bel objet, quoi. Et quand tu vois à l'époque, voilà, les VHS, les DVD, c'était déjà bien. Et puis plus on va vers les nouveaux supports, plus c'est moche, quoi. C'est clair. Faudrait qu'ils reviennent un petit peu, surtout les studios, quoi. Bah, ça revient chez certains, hein, tu vois, par exemple, ESC qui a sa collection, VHS Box là avec, justement qui est revenu, tu sais, un peu au thermoformé, Oui, voilà. heu, Après, là, on parle des collectors. Voilà, ils font les collectors super. C'est les beaux designs, c'est réservé aux collectors maintenant. Voilà. bah, L'édition c'est simple. ça, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, on est en train de venir là-dessus, quoi. Mais bon, c'est bien. C'est toujours bien incarné. Oui, non, mais je trouve ça cool effectivement, tu sais, c'est pareil, hein, tu maintenant des films récents qui ressortent en VHS. Moi, ça me fait halluciner, mais c'est Oui, cool. Puis c'est pareil, après ils oui. s'amusent Après, aussi, ça, c'est pareil. Ça revient. C'est Alien Romulus, non, qu'ils ont ressorti en VHS, si je me trompe pas, si j'ai bien ils ont entendu. ressorti Alien Romulus, ils Officiellement, ont un gros studio qui le sort officiellement, parce qu'après, il y a pas mal de sites comme Lunchmeat, c'est des passionnés, c'est des Américains qui sont passionnés de VHS. Ça fait des années qu'ils sortent des VHS de films. Alors, des fois, c'est des petits films tournés en DIY chez toi. C'est des petits réalisateurs qui font des petits films indépendants, ou alors même des fois, ils arrivent à licencer là, ils viennent de sortir Frankenhooker par exemple en VHS violette et tout, mais bon, ça fait des années qu'ils le font et à des prix qui sont corrects. Bon, maintenant, si c'est pour ressortir des VHS qui te font payer une fortune parce que, bon, en tant que collection, bon, si c'est bien pour ceux qui aiment, c'est très bien. Après, voilà, bon. là, ils ont fait, par exemple, Terrifier, je crois que c'était à partir du 2 qu'ils ont commencé à les ressortir en VHS. Et puis t'as, là, un que j'avais vu aussi, c'était Late Night with the Devil, où carrément c'était une VHS qui brillait dans le noir. Oui, voilà, ils mettent plein de petits gimmicks. J'en ai vu aussi, c'est Vinegar Syndrome. Ouais, bon, c'est sympa, il s'amuse. C'est l'éditeur américain là, il fait des VHS avec la boîte qui s'allume. Bon, c'est ça, c'est transparent. Il te rajoute plein de petits gimmicks comme ça pour vendre la VHS. Ça fait des objets de collection, c'est sympa. C'est pour ceux qui aiment. Après, c'est sûr que techniquement, quand aller remettre le film, je crois que le Alien là qu'ils ont sorti là, mais c'est carrément là, c'est la Fox qui a Alien, oui, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. ils ont sorti carrément le film en pan-scan et tout, plein écran et tout. Bon, faut avoir envie de. Ah oui, c'est que ils vont à fond. Hein. Tu D'accord, OK. retournes, si je me trompe pas, c'est en pan-scan. Donc en fait, aller voir le film comme ça, je sais pas. Je vois pas Là, je suis pas sûr, effectivement. voilà, bon, mais bon, pour les gens qui aiment, c'est très bien. Mais bon, j'irai pas, voilà,
on a connu la VHS, c'était bien pour découvrir à l'époque, c'était bien. Maintenant, je préfère les voir sur des formats qui respectent plus l'image d'origine et tout, quoi. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ça marche. Alors, bah, du coup, voilà, on va passer justement, un petit peu alors pour rester dans la VHS, est-ce que tu peux nous expliquer d'où c'est parti, en fait, ce concept de créer de l'art avec des VHS? Bah, en fait, moi, c'est surtout quand je suis passé, c'est un peu comme tout le monde. Au bout d'un moment, il y a eu le DVD qui est sorti. Tu commences à. Bon, la qualité d'image a été quand même beaucoup mieux, hein, et donc tu commences à remplacer tes VHS de tes films préférés. Puis après, tu vois tous tes VHS. Tu dis, bon, qu'est-ce que les premières, des fois, tu les jettes et tout. Et puis après, tu dis, bah, quand même, il y a quand même des souvenirs dans ces objets. C'est qu'ils t'ont quand même accompagné pendant toute ton enfance, t'ont fait découvrir les films. Celle que tu avais enregistrée, celle que tu avais achetée avec qui avait la boîte et tout, la jaquette et tout. Ça faisait un peu de la peine de les jeter comme ça. Et puis je me disais, bon, ben, après, à force de les regarder, un petit peu de jouer avec, je me dis, tiens, ça ressemble à une tête. Et puis j'ai commencé à faire un petit zombie comme ça pour rigoler, pour m'amuser. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à essayer de faire. J'avais fait Michael Myers, c'était le premier, pour tester et tout. Et puis ça marchait bien. Je trouvais que c'était sympa. J'en ai fait un, deux, trois au début comme ça pour tester un peu ce qu'on pouvait faire avec le format. Et après, c'est le site, justement, Lunchmeet, là, ce site américain. Je l'ai mettais sur Facebook comme ça donc, je mettais les photos comme ça. Et puis, donc, Lunchmeet, là, ce site de passionnés de VHS, a commencé à découvrir mon travail par hasard. Et puis, il a commencé à le reposter. Et puis, bah, ça a un petit peu lancé le concept. Et puis, voilà, je sais pas si, je ne sais pas du tout si je suis le premier à l'avoir inventé. Moi, j'en ai pas, j'en sais rien. Mais, J'en ai vu qui font tu sais, des espèces de petites customisations, par exemple, avec, un qui, tu sais, qui faisait des espèces d'excroissance à la VHS avec, par exemple, sur, La Petite Boutique des Horreurs, oui, il y heu avait la petite fleur qui sortait. Ouais, c'était à peu près à la même époque. Voilà, je me souviens, c'était à la même époque. Il y avait un peu il y en était plusieurs à jouer un petit peu avec la VHS. Mais voilà. Puis après, donc, bah, de fil en aiguille, après, j'ai fait un peu évoluer. Je me suis amusé un peu à faire évoluer. Au début, c'était juste principalement en 2D. Et puis après, j'ai commencé à sculpter les petits bras, les petites jambes pour rendre le personnage plus vivant. Et puis, c'était plus amusant à faire aussi. Voilà. Puis ça fait quelques années, depuis, je crois que c'est 2014. Ouais, bah, ça commence à faire et c'est vrai qu'on en retrouve pas mal dans ton livre. Alors, on y reviendra justement à ce fameux livre. Mais, là, tu parlais, par exemple, d'une œuvre. En gros, comment ça se compose la création d'une œuvre, dans les différentes étapes un petit peu? Ouais, d'abord tu choisis ton personnage, enfin, ou c'est un personnage que moi je décide de faire, principalement, parmi les films que j'aime, ou alors c'est des commissions. Je prends aussi des commissions pour certains clients qui veulent des personnages particuliers. Bon, par exemple, les personnages, surtout les personnages Star Wars, moi personnellement, c'est pas trop mon truc, mais c'est toujours amusant à faire. Et donc après, au début, je commence à regarder le film. Il faut regarder le film pour voir le maximum de ce que fait le personnage, de son attitude, un petit peu qu'est-ce que c'est les scènes les plus iconiques. Chercher des photos pour avoir des refs, un peu sur tous les angles si possible. Et bon, toujours un petit croquis pour voir un petit peu comment on dessine ça. Et trouver un jeu de mots parce que je fais toujours un petit jeu de mots avec les lettres VHS sur le bas. Et après, bah, voilà, on commence à faire la création. Donc là, je parle plutôt pour les dernières versions. Donc il y a des éléments. Maintenant, je fais un nez, je fais une bouche. Donc là, je les sculpte en pâte polymère, en Sculpey. Je sculpte tous ces éléments en 3D, les bras, tout ce qui est en relief. Et après, donc, il faut tout assembler ces éléments, faire les jointures pour que ce soit parfait, pour qu'on ne voie pas les joints entre la VHS et les éléments que tu as sculptés. Et puis après, ben, on passe à la peinture et aimanter les petits bras. Maintenant, je les fais sur aimant aussi, c'est plus facile à transporter, puis on peut les orienter, c'est plus ludique. Et les cheveux, c'est de la bande VHS en fait. Toute la bande qui reste, il faut la tailler une par une et les coller un par un, les colorer s'il faut. Si c'est un Frankenhooker, il fallait les colorer en violet ou en blond, suivant les personnages, et puis les faire friser. Bah, il y a tout un process. Tout ça, c'est, tu le déroules un petit peu, hein, justement à la fin de ton livre. En l'occurrence, pour ceux qui seraient curieux, hein, on va en reparler, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu le process et des images un peu de making of, on va dire ça comme ça, Oui, j'en mets un peu c'est sur Instagram aussi, c'est pour les gens qui veulent suivre. Je mets souvent des petits making-of.
Bah, on va justement, je partagerai dans tous les cas les liens, hein, justement, qui vont permettre de retrouver ton travail, dans la description de l'épisode. Du coup, comment est-ce que vous choisissez les sujets? Parce que du coup, tu les fais tout seul? Maintenant, j'ai tendance à les faire plus tout seul, mais mon épouse, elle m'aide aussi pas mal pour certains petits des fois, il y a certaines choses, surtout des trucs de couture et cetera, suivant les autres personnages, elle vient me filer un coup de main, même pour la peinture et tout, si je suis un peu charrette sur certains projets ou quoi. On s'entraide mutuellement. Maintenant, elle s'est orientée vers un autre domaine, vers un autre domaine artistique, mais on continue toujours à s'entraider, comme au début, quoi. Donc, principalement les VHS, là, c'est pas le cinéma, c'est plutôt moi mon domaine maintenant. D'accord, ça marche. Et alors du coup, tu le disais, donc toi, tu as des gens qui viennent te voir en te disant: «Bah, OK, j'aimerais bien avoir tel personnage», et puis après, il y a aussi les personnages que tu choisis, toi. Alors c'est complètement aléatoire, ou alors tu as déjà une liste comme ça de personnages que tu aimerais faire et puis, Bah, oui, je fais une petite liste en fonction des films qui me plaisent. Enfin, moi, c'est surtout les films que j'ai découverts un peu en VHS. Enfin, c'est tous les films que j'ai découverts en VHS ou qui m'ont marqué quand j'étais gosse ou ado, quoi. C'est tous mes films cultes, en fait, hein. Alors, au début, je me disais, j'avais mis le concept, je me suis dit, bon, tu fais que les trucs que tu as connus en VHS. Maintenant, je peux élargir. Si c'est des personnages plus modernes, je peux les faire aussi. C'est bête de se limiter juste à ça. Il y a plein de personnages plus contemporains qui sont sympas à faire aussi, que j'aimerais bien faire. Style un peu je sais pas, Furiosa, des trucs comme ça, j'aimerais bien la faire aussi, ça va être sympa à faire. Mais voilà, principalement, je vais vers où ça me plaît, quoi, en fait, hein. C'est en espérant que les gens qui suivent mon travail apprécient aussi, quoi. d'accord, au coup de cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'on est le plus motivé. Bah, tu bien raison, faut garder la passion, c'est important. Bah oui. Et tu mets à peu près combien de temps pour faire une œuvre, en moyenne, hein? Parce que j'imagine que ça doit être très très Bah, variable, mais j'en fais des fois plusieurs à la fois, donc ça varie. Mais s'il faut vraiment être, si vraiment il y a vraiment une deadline et tout, je mets en moyenne à peu près 15 jours pour être sûr d'avoir vraiment, d'arriver à un bon résultat, quoi, sans devoir. Après, bon, bien sûr, ça dépend aussi ça dépend du personnage. S'il y a pas de cheveux et tout, tu gagnes un temps fou. À part, bah, s'il y a une grosse crinière qui est frisée, colorée et tout, voilà, c'est surtout les cheveux qui font perdre un temps. Il faut tout couper, il faut peindre, il faut que ça tienne dessus. Donc, il y a plusieurs couches à passer pour que ça tienne sur la bande VHS. C'est pas forcément un support le plus approprié pour peindre dessus. Donc, il y a des petites techniques pour que ça tienne. Et après, bah, tout coller un par un pour que ça te. Faut y aller. Voilà, c'est long, quoi. ah, j'imagine, mais c'est vrai que quand on voit, notamment des pièces comme, Wicket, Ah là tu oui, parlais ouais, de ouais, Star Wars oui, tout à bah non, l'heure, oui, mais Wicked, finalement, c'est pas les pires, hein, parce que bon, après, une fois que bon, il faut découper, c'est long, mais la pire, pour l'instant, celle qui m'a fait des cauchemars, c'était le Dark Vador, parce que lui, il fallait faire. Bon, il y avait pas de tête, c'était le masque, mais il fallait. Généralement, j'utilise tout ce que je peux utiliser de la VHS, même l'intérieur et tout, en dépiotant. Il y a plein de petites mmh, pièces que tu peux utiliser. Et la boîte, donc là, en fait, on s'en rend pas forcément compte quand on le voit, mais le masque Dark Vador, en fait, c'est tout fait. Il est pratiquement entièrement fait avec des boîtes de VHS. En fait, c'est tout redécoupé, resculpté. Donc, c'était compliqué de trouver comment arriver à faire quelque chose qui ressemble à Dark Vador avec juste des VHS sans sculpter tout le reste, parce que sinon, c'est pas rigolo, quoi. ouais, c'est un bon casse-tête. Ouais. Et du coup, pour l'instant, c'est quoi ta pièce, préférée? Oh, bah, moi, bah, ça, c'est un peu dur parce que Ah, je me doute. voilà, c'est comme tu choisis pas tes enfants, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais C'est, dire, c'est- c'est un peu tes enfants, ouais. voilà, non, c'est pas. Après, c'est celle pour qui j'ai le plus de tendresse, c'est la Frankenhooker. Parce que là, justement, en plus, ça m'a permis de. En la faisant, en la mettant sur les réseaux, j'ai sympathisé avec Patty Mullen, l'actrice. Ça, bon, bah, voilà, c'est un rêve de gosse, enfin, c'est un rêve de gosse de pouvoir discuter avec elle et qu'en plus, te dit que ça lui plaît, quoi, qu'elle adore ta Frankenhooker. Je m'y attendais pas et ça m'a énormément touché. C'est Et elle est, génial. elle est extrêmement sympa. Bon, super, bah, écoute, super anecdote alors, effectivement, c'est génial ça. Voilà, donc moi, ça reste un petit peu ma pièce fétiche. Ça marche. Alors c'est vrai que la plupart des sujets que tu traites, c'est plutôt des icônes de pop culture. Est-ce que tu penses que bah, on a commencé à en parler, mais est-ce que tu penses que le cinéma, c'était mieux avant? Non, bah.
faut pas dire ça. Après, il y a des bons films à toutes les époques, hein. Moi, enfin, moi, j'ai pas je vais pas dire que non, non, c'est pas mieux avant. Il y a des bons films. Chaque époque a ses bons réalisateurs et ses bons films. Après, c'est sûr que moi, personnellement, je suis plus attiré par les films des années 70, 80, mais bon, j'adore des films muets, des films depuis le début du cinéma. En fait, il y a pas de non. Bah, sinon, t'avances plus quoi. Il faut qu'il y ait du 109 qui arrive, hein. Et il y a de très bons films aujourd'hui qui sortent aussi, hein. C'est vrai qu'on l'entend tellement, les films c'était mieux avant, les années 80, tu Bah, vois? après, il y a un truc de base. C'est C'est parce que beau. t'as la nostalgie des trucs. Après, est-ce que les films d'aujourd'hui dureront encore? C'est vrai que maintenant, bah, nous, quand on était gosse, on regardait des films qui étaient des années 70, qui étaient super. Tu vois, Suspiria et tout, ça vieillissait pas, quoi. C'était des trucs, les Argento et tout. Est-ce que maintenant, les films qui sortent maintenant, les futurs, les gamins les gamins les découvriront comme nous on les découvrait? Je sais pas, mais ça. Non, il y a de très bons films encore aujourd'hui, hein. Bon ça va, on est sauvés. Du coup, alors, tu as une collection de VHS toi, il me semble? C'est ce que tu dis en tout cas dans ton Non, livre? non, non, Il t'en reste un non, peu non, quoi? j'ai pas une, il m'en reste, j'en ai gardé quelques-unes, mais vraiment quelques-unes parce que je suis attaché à l'objet. Ma VHS de Massacre à la tronçonneuse, la René Château, la Ah oui, Zombie, voilà, mythique. Freddy, la revanche de Freddy, ça, c'était la première VHS que mes parents m'avaient offert, vraiment la première VHS achetée de films d'horreur. Enfin, c'était le premier Freddy que j'ai vu en fait, hein. C'est le plus violent des Freddy pratiquement, hein, mais bon, tu savais pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime toujours le deuxième. Bon, il a un petit attachement pour le deuxième Freddy, quoi, pour la revanche de Freddy. Je le trouve très sympa. Même si je sais qu'il est assez décrié aujourd'hui, que bon, c'est pas forcément celui qui est au top des listes. Mon préféré, c'est le 3 quand même. Ouais, non mais c'est ce que j'allais dire, voilà, si on est objectif, je pense qu'on peut pas dire que c'est le meilleur de la saga. Maintenant c'est pas le pire, c'est loin d'être le pire non plus donc Ah bon, bon, c'est loin d'être voilà. le pire, hein. Non, non, et puis en plus, bah, c'était celui qui avait, je trouve, moi j'ai toujours trouvé que c'est celui qui avait le Freddy qui était le plus effrayant au final. Au niveau maquillage et au niveau Ouais, au niveau du attitude, maquillage, ouais, c'est c'est là vrai. où il est le plus sombre en fait, hein, c'est le plus sombre de la saga. Et il y a des scènes qui sont iconiques, quoi. Ah bah, Quand ouais, il mais sort du quand il ventre et sort, tout, du corps, ah ouais, ça, ce que j'allais dire, c'est cette image-là, elle est dingue, quoi. Elle est vraiment dingue. ouais, avec l'œil à l'intérieur de la bouche et tout, ça c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était des sacrées idées à l'époque, hein, ils avaient bien bossé les mecs, hein. Ouais, bah, voilà. Bon, c'est pas, il a ses défauts, mais c'était quand même un bon film. Ah oui, c'est vrai que l'année dernière, on s'était refait, au Stabaton, on avait, refait l'intégrale de Freddy, donc on avait revu ce Ouais, j'avais vu 2e, ça. Ah ouais, épisode, hmm. c'était trop cool de le voir au cinéma. Ah ouais, bah c'est sûr, ça change l'ambiance. Non, mais après voilà, bon pour te dire, là, non, j'ai pas une collection. Bah, moi, j'ai des stocks de VHS pour les retravailler en fait, pour travailler avec, mais j'ai pas, non, non, je suis attaché au souvenir que m'a apporté l'objet et je le transforme aujourd'hui pour qu'il Mmh. continue à vivre autrement. Mais après voilà, moi je suis pas, j'embrasse les nouveaux supports pour revoir les films qui me plaisent et découvrir les nouveaux quoi. C'est la qualité d'image, ça n'a rien à voir. C'est pas, je n'irai pas retourner sur la qualité VHS, hein. Ouais, des fois, ce qui est marrant, c'est que tu as des films comme ça. La dernière fois, je suis tombé sur, c'était SOS Fantôme. SOS Fantôme en pareil, en HD, tout le truc, tu vois? Vraiment les dernières versions, tu vois? Putain, j'ai lancé le film, je me suis dit: «Waouh, là, putain, on dirait que c'est sorti la semaine dernière, quoi». Enfin, je veux dire, la qualité d'image, elle est dingue. C'est Ah ouais, c'est fou, hein. Bah oui, ah ouais, ouais, et c'est quand tu revois impressionnant. ta cassette avant, tu te dis bon, c'est pas. Bah, ça a son charme. Par contre, il y a un truc, c'est vrai qu'avoir découvert les films, enfin, je sais pas si c'est une question de génération, que nous on a découvert les films en VHS et tout, c'est vrai que maintenant, bon, plutôt que de pas voir un film, je préfère encore voir, des fois, il y en a certains que tu trouves sur YouTube, des films qui sont complètement introuvables, qui sont en qualité, mais atroce, mais ça me gêne pas de voir forcément, de voir un film en mauvaise qualité, si c'est pour le découvrir, plutôt que de ne pas le voir du tout, quoi. Donc, je suis pas, je préfère le voir, tant mieux si ça sort un jour en remasterisé avec l'image nickel et tout, mais voilà, si ça peut permettre si c'est la seule façon de garder certains films vivants, bah pourquoi pas, quoi. Oui, oui, clairement, clairement. Et certains films marchaient mieux. T'as vu Evil Dead 2 en HD? Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu quand, dans la version restaurée. Tu sais, il y a eu une ressortie au cinéma.
Ouais, alors on voit tous les câbles aussi? Parce que moi je l'ai revu sur un disque, sur un disque 4K. Tu vois tous les effets, tu vois les fils et tout, que tu ne voyais pas avant sur le DVD et tout. Et oui, parce que sur les films d'horreur, c'est un des problèmes, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était aussi fait, parce qu'on savait très bien que ça allait sortir avec un certain grain et que du coup, l'image, elle serait plus sombre et tout ça. Et maintenant, en fait, tu arrives avec, c'est pour ça que je trouve que les films d'horreur fonctionnaient, pour moi en tout cas, mieux, avant en VHS, parce que c'était plus sombre, parce que c'était un peu granuleux. Donc, tu avais ce côté un peu craspec que tu plus du tout maintenant. Tu vois? Et c'est vrai que du coup, maintenant, bah, tu vois des trucs, des fois, dans l'ombre. Tu sais, les noirs enfin, toute la plupart des images sont plus claires. Donc, il y a des trucs que tu vois que tu voyais pas avant, quoi. Pourtant j'en ai revu pas mal de films sur mais c'est le seul qui m'a pas et je l'adore ce film, hein, Evil Dead 2, moi c'est un de mes films favoris, mais oh là là, quand je l'ai revu, je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé là?» Ça dessert un petit peu le voilà, il vaut mieux rester à voilà, c'est pas la peine d'aller dans le 4K dans celui-là. Il vaut mieux rester sur le Blu-ray à la rigueur, c'est encore mieux. Ah, il y a certains films comme ça, vaut mieux, ouais. Même le 1er est très bien, Evil Dead 1 et tout, ça passe, c'est que celui-là, il m'a marqué parce que je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Tu vois tout, tu vois tous les câbles, tu vois tous les c'est spécial. Ah, j'étais resté sur le serpent, dans Vendredi 13, 3D. Tu sais, où tu vois les fils de pêche, en fait. Oui, oui, bah, oui, ça T'as c'est un plan où en fait, t'as un espèce de serpent à sonnette ou je sais plus quoi qui est dans une cage et d'un coup il saute vers l'écran et en fait tu vois les fils de pêche mais alors ça te saute à la tronche quoi et j'avais halluciné, ça m'avait fait rigoler. ouais, c'est sûr, hein. Mais voilà, ouais, c'est le seul film que j'ai vu qui m'a marqué parce que tu le vois sur tout le long du film. Tous les effets que tu connaissais, tu les vois, mais alors avec tout comment c'est fait, ouais, c'est intéressant aussi. C'est une autre approche, c'est une autre approche. Voilà. Ça marche. Alors j'en ai parlé un petit peu, plus tôt mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ton livre, Video Store Memories? Oui, bah, c'est un livre qui est bon, il commence à dater un petit peu, alors mais il est de 2018, je crois. Et ça, en fait, c'était suite à, j'avais commencé à faire ma première série de films, de VHS, et j'avais organisé moi-même une expo en contactant un vidéoclub à Paris, dans le vidéoclub de la Butte. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je savais pas si j'allais encore continuer ou quoi. Je me suis dit, peut-être j'ai fait le tour et tout. Donc, je voulais finir je tenais à finir sur une expo dans un vidéoclub si c'était possible. Je me disais, bon, je savais pas. Et puis, en les contactant, en fait, ils ont été chauds, ce qui était super, super gentil de leur part. Et donc, bien sûr, j'ai fait ça sur Paris parce que c'est le seul vidéoclub enfin, c'était là où il y a les derniers vidéoclubs qui restent, quoi, principalement. Et celui-là me parlait et je trouvais que l'ambiance et tout était bien. Donc, les gérants étaient fantastiques. Et donc, après avoir fait cette exposition, je me suis dit, bah, j'ai voulu faire ce livre un petit peu pour faire un peu le point sur tout sur tout ce que j'avais fait sur le format, et puis un petit peu aussi remercier tous les gens qui m'avaient soutenu aussi au début. C'est pour ça que le livre est aussi en anglais et en français. Je tenais à ce qu'il soit dans les deux langues parce que c'est vrai que au départ, c'est vraiment les sites aux États-Unis, en Angleterre, qui m'avaient un peu mis en lumière ces créations. Et donc, et les gens, il y a toute une partie du livre qui consiste en des souvenirs de vidéoclubs et de VHS de personnes que je connais. En fait, c'est tout des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont acheté des œuvres, qui m'ont encouragé, qui ont fait des articles au début et tout. Tout des passionnés de vidéoclubs et de VHS d'un peu tous les pays et qui racontent un petit peu comment c'était chez eux, comment ça se passait, quoi. Je trouvais que c'était sympa de réunir un petit peu tout ça. Ça fait un peu comme, c'est un peu comme les discussions qu'on avait au vidéoclub, en fait. Quand on a fait l'expo, il y avait les gens qui venaient, en fait, ça a fini, ça a duré jusqu'à pas d'heure à discuter de cinéma, de souvenirs de vidéoclub et tout. Voilà, c'est surtout les gérants, Christophe, le gérant, là, qui avait plein d'anecdotes et tout. C'était, enfin, depuis les années 80, quoi. C'était super sympa. Voilà, je vais dire, on va essayer de réunir ça dans un livre pour voir ce que ça donne. Bah, écoute, c'est super plaisant à lire. En tout cas, moi, je l'ai découvert et c'est vrai que, bah, ça te replonge toi-même dans tes souvenirs, aussi à l'époque, visiteur de ces lieux et puis en même temps, c'est super intéressant parce que comme tu le dis, il y a des anecdotes qui viennent de plein de pays et du coup, bah, ça permet de voir aussi que l'impact, de l'objet, VHS et puis des vidéoclubs et Et tout voilà, ça, quoi. moi, ça me fait super plaisir bah, déjà qu'ils acceptent de participer. Et puis, voilà, c'était intéressant de voir un petit peu comment ça se passait ailleurs aussi.
au niveau des vidéoclubs, quoi. C'est toujours intéressant à voir. Et si ça, puis voilà, si ça peut déclencher des souvenirs chez les lecteurs et tout, bah ça me fait plaisir, bah ça me touche beaucoup, voilà. Bah non, vraiment, c'était top. Enfin, moi, j'étais sur mon canapé là et j'ai pris vraiment plaisir parce que bah là, ça te replonge aussi. Voilà, tu te retrouves aussi dans plein d'anecdotes. Tu sais, tu te rappelles et puis on va parler d'un élément, d'un truc, et tu te dis ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça et ci et ça. Non, enfin voilà, c'est une plongée dans cette époque-là des vidéoclubs. C'était vraiment super, super agréable. Ça se lit super bien et ça permet aussi de découvrir bah, justement un peu l'évolution de ton parcours au niveau de tes créations. Voilà, parce que t'as pas commencé tout de suite avec les têtes de cassette. Au début, tu faisais des fausses affiches. Oui, voilà, je commençais après j'ai travaillé sur les boîtes. Au début, je faisais les boîtes de VHS, je creusais, puis à l'intérieur, j'imaginais des films avec des petits éléments en relief. C'était un peu des C'est très drôle, très drôle. je me suis amusé pendant un petit moment avec à tourner un peu autour des cassettes, jusqu'à arriver à ça, à ce que je fais maintenant, quoi. T'avais des films avec des slogans et tout extraordinaires. T'avais des taglines extraordinaires. Ça m'a bien fait rire. Bah, c'était un peu Ouais, bah, selon l'inspiration du moment, hein. oui, voilà, ça. Alors, côté reco, est-ce que tu aurais bah, du coup, des petites pépites comme ça, un petit peu sous-estimées à nous recommander? À part Massacre Au au micro-ondes? comment, au Oui, micro-ondes? ça, oui, c'est pour public, il faut être très, très orienté série Z, hein, pour aimer ça, mais mais bon, c'est sympa à voir, c'est un film qui était sympa à découvrir. Mais bah, moi, sinon, bah, moi, c'est toujours moi, c'est mon film, c'est devenu mon film culte, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Bah, moi, c'est All About Evil de Joshua Granell. Ça, moi, c'est le film qui m'a complètement séduit, quand j'ai découvert en 2022. En fait, c'est un film de 2010, mais en fait, ils ont eu des problèmes de distribution et en fait, le film est complètement sorti de la circulation pendant des années jusqu'à ce que un éditeur le ressorte en 2022. Donc, c'est un film que j'ai trouvé fantastique. Enfin, c'est une lettre d'amour au cinéma. On n'en parle pas encore assez. Voilà, ça veut toujours pas, ça prend pas, alors que il y a tout pour être un film culte. Donc déjà, c'est un film qui est réalisé par une drag queen. Donc Joshua Granell, en fait, il est aussi connu il s'appelle Peaches Christ, en fait, son nom de drag queen, c'est une icône du cinéma d'horreur américain. C'est la nouvelle Elvira un peu. Et en fait, il a fait ce film un peu comme une lettre d'amour aux petites salles de cinéma. Il a été gérant de cinéma à l'époque en parallèle de son activité de drag queen. Et quand il voyait les salles disparaître, il dit ben, on va essayer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sauver. Et donc, il a imaginé ce personnage de bibliothécaire qui est l'hérite du cinéma de son père. Son père avait des grandes ambitions pour elle. Il voulait qu'elle soit une star de cinéma. Et puis donc finalement, elle est bibliothécaire, elle hérite du cinéma. Et sa belle-mère, donc qui est vraiment, enfin, c'est un personnage odieux. Il veut vendre le cinéma. Elle s'énerve tellement qu'elle finit par tuer sa belle-mère devant les caméras de surveillance. La caméra de surveillance est projetée sur l'écran et les gens voient le meurtre en direct. Et si tu veux, le projectionniste dit que c'est un court métrage. Et ils font passer ça pour un petit avant-programme qui a été créé. Et à partir de là, en fait, elle va commencer à se faire des petits courts-métrages où elle tue réellement les gens pour faire continuer à vivre son cinéma. Et à partir de là, donc, c'est complètement délirant. Il y a plein de références littéraires parce que bon, de son métier de bibliothécaire, elle invente des titres incroyables tirés des classiques de la littérature. C'est gore à mort. C'est très très drôle. Et voilà, pour moi c'est un classique. Et puis t'as vraiment une performance de Natasha Lyonne, qui est l'actrice principale, qui est incroyable. Pour moi, c'est dans les plus grandes performances qu'on ait fait au cinéma d'horreur. Donc c'est vraiment un film à découvrir. Ça, je sais pas pourquoi ça prend pas. Et il y a des personnes après, elle se crée toute une équipe de cinéma en fait pour pouvoir tourner ses films. Elle se rend compte que toute seule avec le projectionniste ça marche pas, donc elle va embaucher des psychopathes pour faire son équipe pour lui.
pour lui donner un coup de main. Donc il y a deux jumelles qui sont fantastiques, Vera et Veda, qui sont incroyables. Je les ai même fait en VHS, tellement que je les adore. C'est deux jumelles psychopathes qui sont libérées pour leurs 18 ans. Donc elle se fait passer pour leur tante, elle les adopte. Et donc elles viennent les aider. Elles prennent un autre personnage qui est plutôt voleur, assassin et tout. Il vient les rejoindre aussi. Et donc à partir de là, ils vont continuer à faire leurs courts-métrages qui deviennent cultes. Et ça attire de plus en plus de monde. Elle devient une icône du cinéma d'horreur. Elle change, elle évolue. Et puis voilà, c'est un film, enfin, c'est un film vraiment incroyable à voir. Enfin, je le conseille, je fais que le conseiller. Je le présente pas forcément bien, mais voyez-le, franchement. Il y a Elvira, il y a Ming Stoll qui joue dedans. C'est l'actrice iconique de John Waters. C'est vraiment, vraiment un film qui est à la fois très drôle et et très, très intelligent aussi, je trouve. Et beaucoup plus malin qu'il en a l'air, en fait. D'accord, bah écoute, c'est bien noté. All About Evil, c'est ça? Voilà, All About Evil. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et puis un autre aussi, qui est plus rapidement aussi, qui m'a beaucoup plu, s'appelle Moon Garden. C'est Jardin de Lune. C'est un petit film indépendant aussi. Là, en fait, le réalisateur, il a pris ils ont carrément acheté avec son ami producteur, ils ont acheté une maison, ils ont transformé leur maison tout seul en studio de tournage et il a il a créé lui-même tous les décors, tous les trucs. C'est vraiment fait à petite équipe. Le scénario est pas forcément le plus élaboré, mais visuellement c'est fantastique. T'as des scènes qui sont incroyables. Si tu mettais ce mec sur un remake de Freddy, je pense qu'il ferait un boulot assez incroyable. T'as vraiment des scènes, tu te dis putain si c'était en Nightmare on Elm Street, ce serait fantastique. C'est vraiment un film à découvrir. Ok, bah écoute, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Ce sera donc pareil, dans la description de l'épisode, hein, pour ceux qui chercheraient les références. Je vous mettrai ça. Ça marche. Ah bah alors, on va rester dans les recos, tiens. Est-ce que tu aurais peut-être un livre à recommander pour les nostalgiques justement de cette ère VHS, vidéoclub, tout ça, tout ça? Bah écoute, qui me vient à l'idée, il y a le livre de David Didlot, ça s'appelle Replay, qui est très sympa. Il s'est fait lui aussi, il a fait un petit livre un peu où il raconte un petit peu son évolution de cinéphile et bon, après il a écrit beaucoup de fanzines et tout. C'était Vidéotopsie, là, qui était le fameux fanzine là. Et il raconte un petit peu toutes ces années, comment il découvrait les films dans les petits cinémas de quartier, dans le vidéoclub avec les VHS et tout. Donc il y a tout un retour à ces époques là de la VHS qui est très très sympa à lire. J'avais beaucoup aimé. Et puis sinon, il y a ta vidéo cover art de Tom Hodge. Il est connu, c'est du design. Il fait beaucoup de jaquettes de films aujourd'hui pour les supports physiques. Et en fait, là, il a fait un bouquin où il met il a scanné en fait toutes les jaquettes de ses VHS préférés, un peu de tous les genres. Alors ça, c'est vraiment pour redécouvrir comment étaient les jaquettes à l'époque. Alors, t'as vraiment toute la jaquette scannée. C'est sympa à replonger dedans un petit peu. Ça ramène vraiment dans les vidéoclubs. Et puis bon, après, en France, il y en a pas mal aussi, je crois, hein. Chez Pulse et tout, ils ont sorti un peu Ouais. des équivalents pour les films et tout. Voilà, il y a plein de livres très sympas à découvrir pour les nostalgiques un peu des vidéoclubs, ou ceux qui veulent un peu découvrir un petit peu comment c'était l'ambiance aussi. Alors ouais, il y a ça et puis alors moi personnellement, si je peux faire une reco, je peux me permettre, mais Ouais, ouais. il y a les livres de Laurent Melki aussi avec les différentes affiches qu'il a fait, Ouais, bien alors sûr. dans différents genres, mais c'est pareil, hein, ça nous ramène justement, bah, à toutes ces époques de René Château, etc., quoi, hein. Carrément, oui, voilà. Ouais. Tous ces livres d'affiches aussi. Ils ont sorti aussi il y en a un aussi qui est très sympa, c'est Giallo Movie Posters. Ils ont sorti 2 volumes pour l'instant. C'est classé par année. Je crois que c'est Creepy Image qui fait ça. T'as toutes les affiches de Giallo américaines qu'ils ont fait pour toutes les. Bon, au début, t'as les Bava, après ça passe au Argento. Bon, c'est sublime, hein, c'est des affiches qui restent vraiment dans les mémoires, quoi. Ça marche, bah, écoute, voilà, ça fait quelques recos, si vous voulez aller plonger un petit peu dans les bouquins et plonger un peu cet épisode, VHS Vidéo Club, voilà, voilà. Alors, est-ce que, bah, tu peux nous parler un petit peu de ton actu? Tu sur une œuvre en ce moment, particulière? Là, j'en ai plusieurs. Là, j'ai été un petit peu au ralenti là ces mois-ci parce que bon, j'ai appris la naissance de mon fils, mais là, je reprends. En septembre, Félicitations. là, je vais reprendre.
Merci. Et donc là, je vais reprendre en septembre, là, surtout, surtout pour les réseaux sociaux et tout. Bah, là, je continue à faire quelques commissions et tout. Et je vais recommencer à reposter un petit peu sur les réseaux à partir de septembre avec des nouveautés, finir quelques autres que j'avais commencé. Et j'ai Baby Jane notamment que je dois finir, Bette Davis que j'avais commencé, que j'ai pas encore tout à fait fini. Et puis bon, il y a plein de petites nouveautés qui vont arriver. Et puis pas que des VHS. Voilà, je reviens un petit peu vers d'autres trucs, vers l'écriture et puis vers d'autres créations. Mais je garde la surprise. Du teasing, Du du teasing, teasing. je tease. Ça marche. Alors justement, avec tout ce teasing, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ton actu et ton travail? Bah, principalement, moi, j'ai les réseaux sociaux. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais je me concentre principalement sur Instagram et Blue Sky aussi. J'ai commencé un petit peu sur Blue Sky, même si voilà, ça va doucement, ça commence doucement, mais principalement sur Instagram. Pour me suivre, c'est là où je mets le plus de nouveautés. Et puis sinon, vous pouvez me contacter par MP. Voilà, même si ça bouge pas, si vous avez des fois l'impression que l'Instagram bouge pas, en fait, bon, bah, je suis toujours là. Je peux toujours répondre sur les messages. Je suis toujours là. Ça marche. Alors, dans tous les cas, hein, tu aussi ton lien vers ton site internet, hein, sur Insta, par Insta. Ça, non, c'est ma boutique. J'ai une boutique. C'est une boutique. J'ai plus qu'une site internet. Voilà. Après, là, voilà. Maintenant, je fais que les sites internet. J'ai un peu arrêté parce que c'était un peu. Ça prenait trop de temps. Peut-être je vais faire une newsletter dans pas longtemps. Là, je vois un petit peu comment ça marche. Là, je vois, c'est pas mal comme concept. Et voilà, bah, ce sera peut-être une newsletter où on suit un petit peu de l'actualité de ce que je fais, et puis avec des recos ciné, des recos, enfin, un peu tout ce qui me passe un peu par la tête dans le moment. Bah, je vais mettre ça petit à petit au point d'ici la fin de l'année. Et voilà, le site, principalement, c'est ma boutique en ligne. Voilà, j'ai un Big Cartel, voilà, pour les gens qui veulent voir un petit peu ce que je fais. Voilà. Pour, bah, justement voir un petit peu les œuvres, que tu as, déjà, dispo et puis acheter le livre aussi. Voilà. Ça marche. Alors, eh ben, écoute, j'en ai terminé de mes questions. Il ne reste plus que, le moment où on fait les questions rapid fire. Allez. Alors les questions rapid fire, tu sais, c'est, je te pose plutôt, réponse A ou réponse B, et donc l'idée c'est d'essayer de répondre assez rapidement et succinctement, mais si tu as envie de développer, il y a pas de problème. Ok. Avec plaisir. Eh ben, écoute, on démarre avec plutôt cinéma ou home cinéma? Je vais dire Home Cinéma. Cinéma, j'y vais, mais maintenant, j'aime bien aller un peu dans les ciné-clubs et tout, quand tu peux voir les films un peu tranquilles, avec les gens qui coupent le portable et qui arrêtent pas de discuter. Voilà, j'ai eu des séances un petit peu difficiles, donc maintenant, surtout quand tu vas voir les films d'horreur et tout, donc je préfère découvrir Home Cinéma. Mais si je peux voir ce grand écran dans une bonne ambiance, cinéma. Voilà, c'est. Ouais, on a tous vécu les mêmes problèmes, je crois. Alors suite à ça, eh bien, on va voir plutôt Carpenter ou Cronenberg? Ouh là, c'est dur. Carpenter quand même, c'était quand même mon idole même. Voilà, Carpenter. Même si aujourd'hui, je préfère quand même ce qu'il fait Cronenberg que ce qu'il faisait Carpenter. Les derniers Carpenter, c'était quand même un petit peu moins intéressant quand même. Ça marche. Plutôt VO ou VF? Ah, VO. VO et VF si le film est français. Oui, voilà. Voilà. Plutôt Jean Rollin ou Georges Franju? Tu me veux du mal là. Ah bah non, mais je t'ai étudié, mon pauvre ami. Jean Rollin. Jean Rollin. Allez, Jean Rollin. Jean Rollin parce que quand même c'est Jean Rollin quoi. Plutôt SOS Fantôme ou Link? SOS Phantom. Plutôt Messiah of Evil ou Carnival of Souls? Allez, Carnival of Souls, je l'ai vu en premier. Mais c'est vicieux comme question, hein, ça. Ah bah je sais. Plutôt Guillermo del Toro ou Peter Jackson? Peter Jackson. Les premiers. Les premiers, oui. Ah oui, voilà. Peter Jackson allez, c'était quoi, jusqu'à Braindead. Ah oui, d'accord, oui, les tout premiers, Ah ouais, effectivement. tout premier, ouais, c'était. Plutôt gore ou horreur psychologique? Horreur psychologique, ouais, je préfère. Alors plutôt Freddy Krueger ou Jason Voorhees? Jason, allez, Jason. J'aime bien Jason. Et enfin, on termine avec plutôt Christopher Lee ou Boris Karloff? Tu veux ma mort, toi?
Euh, Boris Karloff, allez. Ah, quand même, c'est Frankenstein, quand même. C'est le meilleur Frankenstein. Purement sur Frankenstein, allez. D'accord, ça se départage sur Frankenstein, ça Ouais, quand marche. même, ouais, là, ça restera le meilleur Frankenstein. Ouais, on est d'accord. Ça marche. Et ben écoute, voilà, j'en ai terminé de mes questions. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je te libère. Eh ben, écoute, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu Eh ben, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à mes questions et puis, bah, j'invite, dans tous les cas, tous nos auditeurs à aller, bah, découvrir ton travail s'ils ne le connaissent pas déjà. Voilà et puis à suivre justement avec tous ces teasings et puis cette newsletter qui devrait arriver. Voilà. voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Bonne journée à toi aussi et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous invite comme d'habitude à suivre aussi bien mes invités que moi-même sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez dans la description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.